Bonjour. Je voulais faire une petite vidéo qui est, comment dire, pour expliquer un petit peu ma vision du monde, comment je la construis, ma compréhension du monde, et puis partager ça au cas où ça puisse être utile à quelqu'un. J'ai commencé, enfin, ça fait un petit peu, ça fait quelques jours que j'y réfléchis, puisque j'ai fait, comment dire, des personnes à Oxalis m'ont contacté pour leur faire une formation sur l'animation de débat. Et j'avais du mal à me situer par rapport à qu'est-ce que c'est un débat, pourquoi on aurait envie de faire des débats, alors qu'on a plein d'outils qui permettent de pas justement polariser les débats. Et on a déjà suffisamment d'espace où les gens se foutent sur la gueule et se polarisent. Donc pourquoi vouloir en créer de nouveaux? Et pourquoi ne pas plutôt utiliser nos visions du monde respectives pour créer une image commune et se rapprocher de la réalité? Et du coup, pour cette formation, ben, j'ai décidé de à la fois leur fournir plein d'outils pour trouver comment mettre des choses en débat et comment justement créer des objets communs ou des, des, des visions communes à travers différents outils et en même temps ben, leur partager la manière dont je pense qu'on construit notre vision du monde. Et donc, je me suis dit, enfin, vu les résultats que ça a eu et les réponses des gens qui ont participé à la formation, je me suis dit que ça valait le coup de donc, faire une petite vidéo pour vous partager ça. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Euh, donc, l'idée, c'est il va probablement y avoir plusieurs vidéos. La première vidéo, c'est comment on construit notre vision du monde. La deuxième vidéo, c'est notre rapport à l'autre. Et la troisième vidéo, ça va être du coup comment ça influence quand on est en groupe et comment quand on fonctionne en groupe. Et qu'est-ce qui se passe quand on prend plein de gens qui ont des visions du monde différentes et qu'on essaie de leur faire faire quelque chose ensemble. Voilà, donc je n'ai pas encore fait le déroulé des deux autres vidéos, mais c'est un peu l'idée. Déjà, j'ai besoin de mettre un avertissement. J'y connais rien. Je suis pas de diplôme particulier. J'ai pas fait des grandes écoles. J'ai même pas mon bac, etc. Ce que je partage là, c'est uniquement ma vision du monde. Faut pas le prendre pour argent comptant. Regardez si ça fonctionne pour vous, si c'est utile pour vous. Peut-être qu'il y a des bouts qui vont vous aider, qui vont vous soutenir dans ce que vous faites. Peut-être qu'il n'y a rien du tout qui va vous soutenir dans ce que vous faites. Peut-être que le tout va vous parler, vous dites, ah oui, ben, effectivement, ça résonne bien avec mon expérience personnelle, mais ne le prenez pas pour argent comptant, testez-le, regardez si ça fonctionne, regardez si ça vous amène quelque chose, et j'espère que ça sera le cas. Euh, pour moi, c'est ce que j'utilise au jour le jour pour agir, pour vivre ma vie, pour prendre mes décisions, pour voir le monde et comprendre le monde. Donc, pour moi, ça marche. Et enfin, j'essaie de remettre en question un maximum. Enfin, je vais en parler après, comment on fait et comment est-ce que c'est possible de le faire sans que ça prenne trop d'énergie. Je vais aussi mélanger beaucoup de choses et je ne vais pas toujours citer mes sources. Je vais essayer de partager quelques sources que je pense peuvent être utiles. Mais voilà, il y a plein de choses que j'ai chopées à plein d'endroits, que ce soit à travers des expériences personnelles, des petites expériences à droite à gauche en faisant diverses choses. Voilà, j'aurais pas toujours les sources. Peut-être que vous direz, ah, mais ça, c'est telle personne qui l'a dit. Bah, c'est peut-être vrai. J'ai pas inventé grand-chose, en fait. C'est plus de la collecte d'informations et du test pour voir si ça fonctionne. Et, euh, et il ne s'agit pas de la réalité, juste de mon point de vue sur la réalité, et qui est forcément imparfait, forcément faux, forcément décalé, mais voilà, comme je dis, c'est ce qui me sert pour prendre mes décisions. Donc, je l'ai affiné au cours de toutes mes années de vie. J'espère que ce sera utile. Eh bien, allons-y. On va plonger là-dedans. Alors, déjà, ce que j'aimerais faire, c'est parler des structures mentales. Les structures mentales, en fait, c'est un concept qu'on a dans notre tête qui relie des mots, des idées, du vécu, des émotions, tout un tas de choses, et qui permet de, voilà, c'est un petit bout de réalité, un petit bout de monde qui est dans notre tête. Par exemple, si je pense à un chat, donc, ben, je dirais que le mot chat, ce que je mets derrière, il y a voilà, le chat que j'avais quand j'étais jeune, Touma. Il y avait le fait que c'est un animal qui est relativement indépendant, agile,
Il y a ce côté faire la sieste tout le temps qui me plaît pas mal. Il y a un côté doux, le côté ronronnant, toutes ces choses-là. Le fait que c'est assez casse-couille un chat parce que ça veut toujours sortir et ça veut toujours rentrer, ça veut toujours qu'on ouvre la porte et des fois ça sort pas. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Et il y a mon expérience personnelle qui est mélangée à ça. Si vous, je vous demande, ben, quand vous pensez à un chat, vous pensez à quoi? Vous allez me dire quelque chose de différent. Vous allez avoir une image différente, vous allez avoir des émotions différentes. Peut-être que vous détestez les chats, peut-être que vous adorez les chats, peut-être que vous pouvez pas vivre sans chat, etc., etc. Peut-être que vous détestez, je sais pas, l'odeur de la bouffe pour chat et que ça va vous rappeler ça. Enfin bref. Donc juste sur ce petit concept, ce petit truc, ce mot, chat, on met tout un tas de choses derrière. Vous mettez un tas de choses derrière, je mets un tas de choses différentes derrière, et donc c'est déjà suffisamment complexe. Et alors que c'est un truc, c'est un animal, c'est un truc qu'on peut mettre un chat entre nous deux et voir le même, etc. Mais quand on commence à parler de choses comme l'amour, comme des concepts, l'amitié, enfin des trucs qui sont beaucoup plus complexes, à ce moment-là, on a des représentations complètement différentes et on a tendance à oublier que la personne en face de nous en a une complètement différente. Et donc du coup, c'est important de se rappeler que, quoi qu'il arrive, ce qu'il y a dans notre tête est complètement différent de ce qu'il y a dans la tête de la personne en face. Et que, on peut partir du principe qu'il y a certaines choses en commun, mais il y a très, 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 très peu de choses en commun sur la manière dont on voit le monde. Par exemple, on n'est même pas foutu de savoir si on voit le vert de la même manière, la couleur de la même manière. Par exemple, si je vous dis ça c'est vert, bah, peut-être que vous allez me dire oui, c'est vert parce que on a décidé à un moment que ça c'était le vert, mais peut-être que la personne voit du bleu et que moi je vois du rouge, et que en fait c'est juste qu'on s'est mis d'accord sur qu'on allait l'appeler comme ça, et que tel truc, vu que c'est représenté de la même manière dans le monde, bah, on le voit un peu pareil de chaque côté. Du coup, on a toutes ces structures mentales, on a toutes ces choses qui sont agrégées en une sorte de vision du monde. Moi, j'aime bien appeler ça une bulle logique, parce que, en fait, c'est une bulle qui comprend tout ce qu'on a vécu, toutes nos expériences, toutes les informations qu'on a intégrées, toutes ces choses-là. Et on réfléchit le monde toujours à l'intérieur de cette bulle. Il y a un monsieur qui s'appelle Jordan Peterson qui a réfléchi en fait à, alors, je vais partager mon écran. Qui a réfléchi en fait à la manière dont on crée du sens dans le monde. Et si vous parlez anglais ou si vous comprenez l'anglais ou s'ils ont mis les sous-titres en français, je ne sais pas, je n'ai jamais regardé, vous pouvez trouver le cours en ligne. Donc c'est un cours à l'Université de Toronto qui date de 2017, où il explique que en fait, on crée une simulation du monde à l'intérieur de notre tête. Et cette simulation du monde, elle nous sert à regarder si les décisions qu'on va prendre sont bonnes. Par exemple, si je vois un serpent dans la nature, eh ben, je vais pas dire, ah, il est tout mignon le serpent, je vais aller lui faire un bisou. D'abord, je réfléchis dans ma tête, je regarde, est-ce que ce serpent, enfin, qu'est-ce que ça pourrait donner? Puis finalement, je vais me dire, ah ben non, s'il me mord, je peux mourir. Et donc, du coup, le fait de commencer par tester les éventuelles décisions qu'on va prendre dans notre tête, ça nous permet de pas mourir, tout simplement. Donc, il y a vraiment un intérêt existentiel à, avoir une simulation du monde dans notre tête qui soit la plus juste possible. Si je vois qu'il y a un boxeur en face de moi qui est habillé un peu bizarrement, je vais pas aller lui dire hey, t'es habillé tout bizarre, c'est tout moche et tout, t'as l'air un peu, voilà, t'as l'air un peu con habillé comme ça. Parce que je peux potentiellement m'en prendre une. Donc si je teste dans ma tête, je vais me dire, ok, bon, bah, je vais pas faire ça. Et comment je sais ce que je vais tester dans ma tête? Eh ben, c'est à travers mes expériences, c'est à travers ce que mes parents m'ont appris, c'est à travers ce que la culture m'a dit, ce que la télé m'a appris, les trucs que j'ai fait, les moments où j'ai fait quelque chose et je me suis pris une tarte, justement, où je me suis dit, tiens, si je fais ça, ça fait mal. Et il y a toutes ces choses-là. Donc cette vision du monde, je l'articule, cette simulation vraiment du monde, je l'articule et je la construis pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles dans le monde et survivre. En fait, il y a plusieurs, comment dire, enfin, Jordan Peterson dit qu'on est comme des machines qui sont là pour créer de l'ordre. C'est-à-dire que tout ce qui est inconnu, c'est du chaos partout. Il y a du chaos, on ne comprend rien, ça va dans tous les sens et tout. Et petit à petit, en fait, on va aller cartographier le monde et comprendre comment ça fonctionne et les ajouter à notre simulation.
Et donc, plus je les ajoute aux différentes simulations, enfin à ma simulation, plus je vais avoir de l'ordre, je vais générer de l'ordre, je vais avoir un truc où je vais pouvoir comprendre comment ça fonctionne et je vais être plus à l'aise dedans. Donc je vais avoir beaucoup moins peur quand je vais aller dans le monde. Et donc on prend de l'inconnu, on le transforme en connu, et c'est comme ça, à travers les différentes expériences qu'on fait, qu'on va affiner notre simulation du monde. Et donc tout ça, c'est constitué de plein de structures mentales. Voilà, que ce soit le chat, etc. Après, le truc, c'est que, en fait, notre simulation du monde, elle est jamais parfaitement juste, parce que le truc, c'est qu'on n'est jamais vraiment en train de faire l'expérience de la réalité. On fait que l'expérience de notre système nerveux. Par exemple, le toucher, en fait, c'est juste des impulsions électriques qui vont jusqu'à mon cerveau. La vue, c'est juste des photons qui rentrent dans mes yeux. Le son, c'est juste des ondes sonores qui rentrent dans mes oreilles. J'ai des capteurs. Ces capteurs, ils vont réunir le truc et c'est mon cerveau qui va gérer ces informations et qui va dire, OK, bon, bah, voilà à quoi c'est censé ressembler. Et il va agréger tout ça et il va rajouter, enfin, comment dire, me dire que c'est ça qui est en train de se passer. Il y a plusieurs choses par rapport à ça. La première chose, c'est que, en fait, il y a tellement d'informations qu'on ne peut pas tout gérer en même temps. Du coup, si je pose mon attention sur quelque chose, eh ben, je ne vais pas voir tout le reste. Si il y a, par exemple, en fait, on filtre tout ce qui bouge pas. Mon environnement, s'il n'y a rien qui bouge, et ben, en fait, je vais pas me faire chier à me dire, ah bah, ok, il y a ça qui est là, il y a le bureau qui est là, il y a le truc qui est là, il y a le machin qui est là, et de se le répéter sans arrêt, et de reprendre l'information à chaque fois. On va juste regarder ce qui bouge, ce qui a changé par rapport à l'information, enfin, par rapport à la vision d'avant. Et si jamais, en fait, comment dire? Enfin, en fait, il y a toutes ces informations-là. Par exemple, la sensation de mon pull sur ma peau, je ne le ressens pas tout le temps, parce que mon cerveau, il est occupé à autre chose. Il est occupé, en fait, à gérer les nouvelles informations plutôt que les informations qui sont déjà là. On a l'habitude, c'est rangé, on sait ce que c'est. Et vu que, en fait, l'idée, c'est d'économiser un maximum d'énergie et comment dire, de puissance de calcul, euh, il y a aussi une notion de mémoire procédurale. C'est-à-dire que quand on sait faire quelque chose, eh bien, notre cerveau, il va le ranger dans un coin en disant, OK, bon, bah, ça, on va l'automatiser, ça devient automatique, et quand on fait ça, bah, on y va. On le fait, et on se pose pas de questions, et ne sait pas de recalculer tout le truc, etc. C'est quelque chose qui est acquis, et c'est dans la mémoire procédurale. Par exemple, conduire une voiture. J'imagine qu'il y a des fois où vous êtes allé du trajet A au B, du point A au point B, sans même vous rendre compte que vous étiez arrivé au point B et sans vous rappeler du trajet de la voiture. C'est parce que c'est que des automatismes. C'est un truc, c'est OK, bon, bah, c'est bon, je regarde ce qui se passe dehors, je gère mon levier de vitesse, je gère mon volant, je gère mes freins, etc. Et je réfléchis même pas à ce que je fais. Par rapport à quelqu'un qui vient tout juste d'apprendre à conduire, où chaque truc, ça va être quelque chose qui va devoir réfléchir, identifier et tout ça. Et donc, quand on arrive à ce stade-là, où c'est un automatisme, c'est dans la mémoire procédurale. Et ce qui va se passer des fois, c'est que donc ça permet de diminuer le niveau de complexité qu'on a à gérer à un instant T. Et en fait, parfois, il y a ce niveau de complexité qui va nous remonter à la gueule, parce que, je sais pas, par exemple, bah, je fais un trajet du point A au point B, soit j'ai un accident de voiture, soit j'ai mon moteur qui s'arrête. Et ben d'un seul coup, il va falloir que je réfléchisse à oh merde, comment ça fonctionne un moteur de voiture, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment j'appelle mon assurance, comment je me débrouille pour aller à mon point B maintenant, quels sont les modes de déplacement alternatifs que j'ai, qu'est-ce que machin, etc. Et du coup, le niveau de complexité remonte. Et il faut que je re-questionne toutes ces choses-là qui normalement étaient habituelles et allaient toutes seules. Et donc, c'est là où ma simulation du monde va être utile pour aller chercher les bonnes informations, etc. Enfin, elle est utile si elle est juste. Si elle est fausse, ça peut être un peu plus embêtant. Et, euh, et du coup, il y a différentes choses qui arrivent avec ça, c'est parce que cette simulation du monde, elle ne peut pas être mise à jour en temps réel. C'est-à-dire elle a tendance à stagner. On va pas la re-questionner la re-questionner sans arrêt, parce que justement, le niveau de complexité serait trop grand. On ne peut pas sans arrêt re-questionner, OK, mon rapport à cette personne, ce que je suis en train de faire là, sur quoi je suis assis, qu'est-ce qui se passe, etc. Et tous ces trucs-là, en fait, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, et notre cerveau, il est fait pour limiter la quantité d'énergie nécessaire et pour économiser.
parce que sinon il nous faudrait des tonnes de bouffe et de sucre et de tout un tas de choses pour pouvoir faire ces remises en question. Du coup, on se retrouve en fait avec cette vision du monde, cette espèce de modèle intérieur mental du monde qui peut petit à petit se détériorer et se périmer d'une certaine manière. Un bon exemple de ça, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes ou l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, c'est euh, alors, il y a deux exemples que j'aime bien. Il y a un exemple, c'est une expérience qu'ils ont fait avec des chiens, où ils ont mis un chien dans une cage, avec deux parties dans la cage. Alors, c'est pas exactement ça, mais ça donne l'idée. Il y a une partie où quand le chien se met là, il se prend une décharge électrique, et l'autre partie, quand il se met là, il se prend pas de décharge électrique. Du coup, quand il se met là, il se prend une décharge électrique, il va dans l'autre partie, et il est tranquille. Ils font ça plusieurs fois, et à chaque fois le chien se prend une décharge électrique, il va de l'autre partie et tout, il identifie que je vais arrêter de me mettre là, puis je vais plutôt rester par là. Et au bout d'un moment, ils font une modification à la cage où ils mettent une vitre entre les deux. Et le chien est mis là, et il se prend une décharge électrique, il essaie de passer, il ne peut pas, il y a une vitre. Et il se prend une autre décharge électrique, il essaie de passer, il ne peut pas, il y a une vitre. Et au bout d'un moment, en fait, après avoir essayé plein de fois, il abandonne parce qu'il y a cette vitre, et du coup, il reste juste là à se prendre des décharges électriques. Troisième étape, ils enlèvent la vitre, ils mettent des décharges électriques au chien, le chien il bouge plus et il essaie plus de passer de l'autre côté. Un autre exemple, c'est, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça me semble tout juste, et puis ça me plaît bien pour l'image, c'est dans les cirques avec les éléphants, où au début ils ont un petit éléphanteau, et le petit éléphanteau, il lui attache le pied avec une grosse corde, avec un gros pieu et tout ça, où il essaie de tirer avec sa petite patte la grosse corde, et il n'arrive pas à l'arracher. Et 30 années plus tard, en fait, l'éléphant, il fait maintenant 15 tonnes, ou je ne sais pas combien, et il pourrait juste bouger légèrement la patte et tout arracher d'un coup. Mais il a arrêté d'essayer. Parce que dans sa tête, c'est pas possible d'arracher cette corde. Et l'idée, en fait, c'est que du coup, la limite qui avant était à l'extérieur dans la réalité, on l'a intériorisée, elle est dans notre simulation du monde, et du coup, on n'essaie plus parce qu'on dit, bah non, là, il y a un mur, on ne peut pas aller traverser un mur. Je veux dire, on a arrêté d'essayer de passer à travers les murs après la première fois où on s'en est pris un dans la gueule et on s'est pété le nez. Du coup, l'idée, c'est que on va intérioriser certaines limites. Par exemple, ça peut être je suis nul en maths. Bon, je suis nul en maths, j'ai essayé plein de fois, j'ai pas compris. Alors, ça peut être parce que j'avais un mauvais prof, parce que je suis effectivement nul en maths, parce que j'avais du mal avec certaines choses, etc. Mais du coup, les maths, c'est un sujet que je vais éviter, je vais plus y aller, je vais m'arranger pour que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, etc. Et c'est pas, comment dire, c'est plus quelque chose que je vais essayer. Et donc, tout ça, c'est des croyances limitantes de l'impuissance acquise. C'est quand notre simulation du monde, elle a une limite qui a disparu dans l'environnement. J'ai grandi, les conditions ont changé, etc. J'ai l'impression que la limite est toujours là dans ma tête, mais en fait, elle n'est plus dans le monde et j'ai arrêté d'essayer. Euh, Il y a également un truc qui est intéressant, c'est les niveaux logiques. Les niveaux logiques de Dilts, qui sont en fait une manière, comment dire, on a tendance souvent, alors je ne sais pas si c'est juste de le dire comme ça, mais je vais le dire comme ça, à confondre notre identité avec notre vision du monde, en disant, ok, en fait, ma vision du monde, c'est moi, c'est qui je suis, et, euh, et du coup, qui je suis, des fois je fais des trucs, etc. Et comment dire, c'est rassurant pour moi de me dire, je suis quelqu'un, voilà, de cohérent, de comme ça, de machin, et je sais que quand je vais faire ça, je vais tout le temps faire ça, enfin voilà. Et donc, il y a cette notion d'identité. C'est ce que, par exemple, Apple a pas mal utilisé pour vendre des iPhones. Si jamais j'achète Apple, je suis un certain type de personne, et du coup, ça veut dire quelque chose de moi. Et donc, je suis cette personne-là, et le fait de dire je suis cette personne-là, ça de base, c'est une croyance, mais ça en génère d'autres. C'est-à-dire de dire, en fait, si je suis cette personne-là, alors j'agis de telle manière. Ça veut dire que j'agis de telle manière, ça veut dire que la vie fonctionne comme ça, que machin, etc. Donc il y a tout un tas de croyances qui viennent avec le fait d'avoir cette identité. C'est un peu sous forme voilà, de pyramide, etc. Et les croyances, comme je disais avec l'impuissance acquise, ça va nous donner certaines capacités. Si je me dis que je suis nul en maths, je vais arrêter d'essayer de faire les maths. Si je me dis qu'il y a un mur, je vais pas y aller. Si je me dis que je suis super fort dans tel truc, je vais avoir beaucoup plus confiance en moi et je vais avoir plus facilement tendance à le faire.
et ces capacités vont générer des comportements. Du coup, ça va nous permettre en fait de dire, bah, voilà, vu que je pars du principe que j'ai ces capacités-là, je vais générer tel comportement, si jamais je me dis je suis faible de la jambe gauche, je ne vais pas m'appuyer sur ma jambe gauche, je vais m'appuyer sur ma jambe droite. Donc quand je vais agir dans le monde, je vais avoir tout ce bordel-là qui va influencer ma décision et comment je vais le faire. C'est important parce que quand quelqu'un va venir questionner ça, va remettre en doute notre identité, nos croyances, nos trucs comme ça peut générer certaines réactions plus ou moins violentes. Euh, donc voilà, c'est juste cette échelle de niveau logique, pour moi, elle m'aide à comprendre. Je ne sais pas si ça rajoute en confusion par rapport à tout ce que je suis en train de dire, mais on verra. Ensuite, donc on a cette simulation du monde à l'intérieur de nous, on a la réalité à l'extérieur, on n'est jamais vraiment en contact avec la réalité, donc comment on fait comment on sait en fait qu'on doit mettre à jour notre vision du monde? Si jamais je fais quelque chose, que je prends une décision et que je me rends compte qu'en fait dans ma tête, bah, ça allait super bien fonctionner, mais dans la réalité, bah, ça donne pas du tout le résultat que j'avais pensé, il se passe quelque chose. À ce moment-là, ça va générer une émotion. Pour moi, une émotion, c'est juste pour moi, une émotion, c'est la friction. C'est le bruit de la friction qu'il y a entre notre simulation du monde et la réalité. Par exemple, bah, la peur, ça peut être donc l'inconnu, le fait de dire, ah bah attends, j'ai pas cartographié cet endroit, dans ma simulation du monde, il n'y a pas cet endroit-là, donc ça fait peur d'y aller. Ou ça peut être, bah, en fait, j'ai déjà eu une expérience malheureuse en allant par là ou en faisant ça, ça m'a fait super mal. Donc dès que je vais me rapprocher d'un truc qui ressemble un peu, ça va générer de la peur. Par exemple, un truc que j'aime bien, c'est alors, pour faire passer des phobies, par exemple, quelqu'un qui a, mettons, voilà, quand vous étiez petit, vous êtes resté bloqué dans un ascenseur pendant 6 heures, vous avez flippé votre race, vos parents n'étaient pas là, etc. Et vous vous êtes dit dans un coin de votre tête, eh ben, je ne prendrai plus jamais l'ascenseur de ma vie. Et du coup, vous avez développé une phobie des ascenseurs. Ça marche aussi avec les araignées, avec les voitures, avec les chiens, avec tout un tas de choses. Et du coup, en fait, dans votre tête, dans votre simulation du monde, il y a un truc, dès que je commence à me rapprocher d'un ascenseur, ça me dit danger, je commence à flipper, je commence à avoir les mains moites, etc. Et ça me paralyse et j'arrive pas à aller plus loin. Parce que il y a vraiment ce truc de dire, oula, non, non, c'est pas bon pour moi, vaut mieux pas y aller. Une manière de soigner ça, en fait, c'est donc il y a des thérapeutes qui vont aller avec vous dans un couloir, au bout du couloir, il y a un ascenseur, et ils vont avancer avec vous petit à petit, vous allez être, je sais pas, peut-être à 30 mètres, puis ils vont vous dire, ben, à partir du moment où vous commencez à être mal à l'aise, où ça commence à aller un peu moins bien, vous me dites et on s'arrête. Et donc là, vous êtes à 20 mètres de l'ascenseur et vous commencez à flipper un petit peu, et vous dites, ah, ben, ça va pas très bien. Ok, on s'arrête, on attend. Et quand ça va mieux, il va dire, ben, vous me dites quand ça va mieux, et on avance. Et au bout d'un moment, ben, en fait, vous allez dire, ah ben c'est bon, en fait, finalement, il n'y a pas de danger, il ne se passe rien, ok, je peux peut-être faire encore quelques pas. Vous faites quelques pas, quand vous avez la tension qui recommence à monter, vous arrêtez, vous attendez, vous refaites quelques pas, vous arrêtez, vous attendez, etc. Jusqu'au moment où vous arrivez devant les portes ouvertes de l'ascenseur, vous faites la même chose. Après, vous arrivez dans l'ascenseur, vous faites la même chose. Après, vous appuyez sur le bouton, etc. Et en fait, ce qui se passe là, c'est qu'on va juste recartographier le truc. C'est-à-dire que en gros, la, la, la mécanique avait cartographié l'ascenseur et tout ce qui est autour comme une zone de danger, un truc où il faut pas y aller. Et c'est un peu en mode bourrin. Et l'idée, en fait, c'est de dire, OK, bon, ben, je vais regarder qu'est-ce qui était vraiment dangereux là-dedans, qu'est-ce qui m'est arrivé là-dedans. Et le fait de recartographier le truc et de dire, OK, bon, bah, c'est pas le couloir qui est dangereux, c'est pas ça qui est dangereux, c'est pas ça qui est dangereux. Ça permet petit à petit de cibler la chose qui était à l'origine de la phobie. Et donc de recartographier la zone petit à petit voilà, sans pression. Donc voilà, c'est la technique enfin, d'exposition, je ne sais même pas comment ça s'appelle, et on s'en fout. Et du coup, ça c'est une chose. Donc en fait, tout ça, toute cette création de vision du monde, c'est quelque chose qui se fait mécaniquement, automatiquement, naturellement.
on n'a pas besoin d'y réfléchir, c'est comme respirer, j'ai pas besoin de réfléchir à quand je dois respirer, quand est-ce que je dois faire battre mon cœur, ah, c'est l'heure, un battement, enfin, c'est l'heure, un battement, ça serait un peu chiant, et voilà. Donc tout ça, c'est plus au niveau, euh, enfin, c'est même, j'imagine, en dessous de la mémoire procédurale, encore un niveau plus profond. Et il faut commencer à vraiment bien se connaître pour réussir à modifier ces choses-là. Mais l'idée, en fait, c'est que cette vision du monde, elle se construit toute seule. Et du coup, en fonction des expériences qu'on a eues, eh ben, on va avoir différents conditionnements qui vont se générer. Euh, on va appeler ça peut-être enfin, bon, il y a des phobies. Il y a aussi des fois des sous-personnalités. Il y a peut-être un truc, une partie de moi, ça c'est en communication non violente et comment ça s'appelle, Internal Family System, où j'utilise beaucoup ce phrasé, où on va partir du principe que, en fait, si je vis des expériences violentes ou des expériences qui sont un peu traumatisantes, ou même pas forcément, mais voilà, je vais créer des sous-personnalités qui vont être chargées de me protéger dans ces cas-là. Donc c'est comme un petit programme qui se lancerait, qui disait, attention, quand tu arrives, je sais pas, quand quelqu'un dit cette phrase-là, ça commence à vouloir dire danger, etc. Et donc il faut réagir de cette manière-là. On a compris que quand il se passait ça, si on réagissait de cette manière-là, ça se passait mieux. Et donc il vaut mieux, en fait, voilà, c'est des automatismes concrets qui vont permettre de gérer différentes situations où on a ressenti de la douleur, etc. Ou même des fois des situations qui vont nous amener du plaisir, ou des trucs ambivalents où on ne sait pas trop, enfin bref. Et donc, il y a des bouts de nous qui vont nous agir, où on va même pas, on, on va avoir l'impression qu'on n'a pas de contrôle dessus, que ça se fait tout seul. En disant, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, quand il y a ça qui m'arrive, je réagis comme ça et je n'arrive pas à faire autrement. Et il y a également des ombres. Les ombres, c'est les trucs où, euh, en fait, on se sent coupable, on n'ose pas assumer, on n'assume pas que ça fasse partie de nous, et du coup, on rejette. En fait, c'est partie de nous. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas et ça ne veut pas dire qu'elles vont arrêter d'agir. Et du coup, ça peut potentiellement devenir de plus en plus chiant, de plus en plus actif. Ça peut être de pire en pire. Et si on n'ose pas regarder en soi, en fait, les endroits qu'on n'accepte pas en nous, ben, ça va pas les empêcher d'agir, ça va pas les neutraliser. C'est en les regardant, c'est en allant au fond, et c'est en disant, OK, ben, pourquoi je fais ça? D'où ça vient, le fait que j'agisse comme ça quand il se passe tel truc? Ou pourquoi, je sais pas, j'ai toujours envie de manger n'importe quoi. Pourquoi, euh, ouais, j'en sais rien. J'en ai pas qui me viennent tout de suite, mais voilà, il y a des ondes. Donc ça, c'est plus Carl Jung qui parle de ce genre de choses. Et c'est intéressant parce au niveau sociétal, j'aime bien le relier au tabou et aux trucs comme ça. Ça sera pour une autre vidéo. Donc ça, les émotions, c'est la friction du monde entre la simulation du monde et le feedback de notre environnement. Euh, pour redonner des exemples par rapport à ça, par exemple, si jamais ben, ça fait, je sais pas, 5 ans que je suis avec ma copine et elle me quitte du jour au lendemain. Et je comprends pas pourquoi. Et ben là, en fait, il y a mon cerveau qui va faire ouh, comme ça, et ça va générer de l'anxiété. Euh, et je vais revenir en fait sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce qu'il y a eu, et essayer de comprendre pourquoi j'ai pas vu venir. Comment ça se fait que j'ai pas vu venir? Parce qu'il y a vraiment cette notion de risque existentiel, de dire, en fait, ma vision du monde, elle n'est pas à jour. Si je la mets pas à jour correctement, je peux prendre des décisions qui vont me faire mourir. Et du coup, là, il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment pris dans un angle mort. Et du coup, en fait, il faut que je retravaille tout ça, quoi. Et par exemple, dans les émotions également qui sont utiles pour ça, il y a la tristesse. La tristesse, enfin en tout cas de mon point de vue, c'est en fait, dans ma vision du monde, je comptais sur quelque chose et ce quelque chose n'existe pas dans la réalité. Et du coup, il y a la tristesse qui vient en me disant, j'ai perdu ça. Il y a un truc qui était faisait partie intégrante de ma vision du monde et qui en fait n'existe pas. Et en fait, je l'ai pas et je ressens de la tristesse parce que bah, il faut faire le deuil. Faut dire, bah, voilà, ça n'existe plus. Maintenant, il faut pas que je compte dessus.
Et en fait, chaque émotion, pour moi, est un signal qui vient me dire bah, il faut que je mette à jour ma vision du monde parce que il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur et que ça a un intérêt, qu'il faut que ça me permet de l'affiner. Euh, voilà. Et du coup, donc c'est ce que je viens de dire, c'est pourquoi c'est important d'avoir une vision du monde la plus affinée possible. Bah déjà, c'est une question de survie. C'est-à-dire que si, tiens, je vais aller courir au milieu de l'autoroute, si notre vision du monde ne permet pas de nous projeter dans je vais aller courir au milieu de l'autoroute et tiens, je vais me prendre un 38 tonnes et je vais mourir, eh ben, on pourrait potentiellement aller le faire juste pour voir ce qui se passe. On s'adapte au monde et on prend les meilleures décisions. Parce que, en fait, imaginez tout le côté je ressens le froid et je vais m'habiller. Alors, il y a le côté ressentir le froid et se dire ah, ok, il faut que je m'habille. Il y a tout un apprentissage derrière pour dire c'est une manière de lutter contre le froid, de mettre des vêtements chauds. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'on a appris. Et c'est un équilibre avec l'extérieur. Quand le monde change ou quand notre environnement change, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on se réajuste. Par exemple, si, alors exemple à la con, euh, mettons vous allez faire de la boxe, et puis juste après vous avez votre cours de danse classique, et ben vous n'allez pas rester habillé en boxeur avec votre gant de boxe et vos chaussons de boxe. Vous allez mettre vos habits de danse classique. Parce que l'environnement a changé, vous n'êtes plus au même endroit et faire la même chose enfin rester pareil, ça n'aurait pas d'utilité. Vous n'allez pas vous comporter de la même manière quand vous êtes en repas de famille que quand vous êtes au boulot. Il y a tout un tas de choses comme ça qui font qu'on est constamment en train de s'adapter plus ou moins. Après, il y a des gens qui vivent la même vie. Donc il y a une forme de monotonie, de zone de confort, de trucs où il n'y a rien qui bouge finalement, où ils n'ont pas besoin enfin comment dire, ouais, il n'y a pas de nécessité perçue d'affiner sa vision du monde, parce que bah, c'est tout le temps la même chose. De toute façon, voilà, je vais au boulot le matin, je reviens le soir, je mange, je dors, je vais au boulot le matin, je reviens le soir, je mange, je dors, et puis le week-end, eh ben, je regarde la télé et puis je fais mon jardin. Si vous faites ça toute votre vie, tout le temps au même endroit, vous n'avez pas besoin d'avoir affiné votre vision du monde. Par contre, le jour où il y aura une guerre, ou le jour où il se passera quelque chose qui va fracturer tout ça, et bien là, vous allez prendre cher, parce que du coup, il y aura tellement de choses qui vont bouger d'un coup que potentiellement, il y a des pans entiers de votre vision du monde où vous allez dire, bah, ça, c'est plus adapté, je peux plus m'en servir, et ça peut amener justement des trucs comme des troubles, enfin des traumatismes, des troubles de stress post-traumatique, des choses comme ça. Parce que je m'y attendais tellement pas que quand ça m'est arrivé dans la gueule, voilà, j'ai pas su comment réagir. Euh, mais notre cerveau, il va avoir tendance à essayer de dépenser le moins d'énergie possible. On va toujours avoir tendance à choisir. Alors, il y a plein de biais, en fait, enfin, de choses. Genre, on va essayer d'éviter les émotions négatives, les trucs qui nous pousseraient à remettre en question notre vision du monde. On va toujours aller, c'est cette histoire de zone de confort, d'endroit, bah, c'est bon, tout ça, j'ai cartographié, je connais, je sais où c'est, et quand j'y suis, je me sens en sécurité et j'ai pas besoin de me remettre en question et tout. Et donc, ça me demande pas d'énergie et donc je suis bien. Quand je regarde la télé, bah, ça me demande pas trop d'énergie et donc je suis bien. Et quand je discute avec des gens qui pensent comme moi, ça me demande pas trop d'énergie et donc je suis bien. Et du coup, alors on peut vivre comme ça, dans un monde comme avant où c'était à peu près tout le temps pareil, et encore, ça c'était juste les quelques dernières dizaines d'années, euh, et ben ça va. Mais dans un monde qui change du jour au lendemain, où on se prend des crises sans arrêt, etc., et ben ça peut être pas mal d'avoir au moins quelques trucs dans sa besace pour pouvoir agir différemment en cas de souci. Donc la notion de survie va vraiment revenir un petit peu plus dans notre quotidien dans les années qui viennent, et ça vaut le coup d'avoir une vision du monde qui soit adaptée et qui nous permette de nous construire. Et, euh, et c'est ça qui est bien, justement, c'est que cette vision du monde, on peut la modifier, on peut la rendre meilleure, on peut l'améliorer. Et il n'y a pas besoin de 50 000 thérapeutes, il n'y a pas besoin de dépenser des tonnes de sous. Alors,
avoir des sous et pouvoir se payer des stages et des trucs comme ça aide. Mais vous pouvez aussi faire ça juste avec vous-même ou avec, en fait, avec quelqu'un qui va poser des questions. Et enfin, il y a plusieurs manières d'améliorer notre vision du monde. Et du coup, c'est de ça que je vais te parler maintenant. Déjà, la première chose, c'est de conscientiser. Comme je disais tout à l'heure, ça se fait, elle se crée automatiquement. C'est-à-dire que la vision du monde se crée automatiquement quand il y a un pan de ma vision du monde qui se pète la gueule, parce qu'il y a une information qui arrive en disant ah, mais en fait, ça, c'est pas du tout ça, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ben, en fait, on va naturellement reconstruire quelque chose à la place. Donc là, on a besoin de mettre de l'attention, c'est pas sur le reconstruire et comment je vais le reconstruire, c'est le casser. C'est comment je vais casser ces bouts de vision du monde, comment je trouve ceux qui sont obsolètes et comment je vais les casser. Et il y a, et de base, en fait, si on ne fait rien, si on part du principe que notre vision, si ma vision du monde c'est moi et je ne peux pas la changer, et ben il va y avoir tout un tas d'automatismes qui vont arriver. Je vais pas être si je connais pas mes émotions, comment ça fonctionne et à quoi ça sert, et ben potentiellement, je sais que voilà, je me mets en colère, ben, je me mets tout le temps en colère, je sais pas pourquoi je suis en colère, mais je suis en colère, donc je vais taper les gens, et je tape les gens parce que je suis en colère, et c'est tout. Et tu m'as mis en colère, ben, c'est de ta faute, et c'est pas de ma faute. Et la colère, c'est juste quelque chose qui arrive là, je sais pas quoi en faire, etc. Et je suis complètement impuissant par rapport à ça. Et c'est juste, on nous apprend pas, en fait, à d'où viennent nos émotions, à quoi elles servent, comment on les transforme et pourquoi c'est utile. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était bah, tes émotions, tu les montres pas, tu les gardes pour toi et c'est mal poli de faire exploser ces émotions devant tout le monde. Et du coup, on a tout un tas d'automatismes et tout un tas de choses qui vont, si on n'a pas déconstruit un petit peu tout ça, on va se laisser agir par toutes ces choses-là, par tout ce passé, euh, cette vision du monde passé, cette vision du monde périmé qui va déborder dans des endroits où elle n'a absolument pas lieu de déborder. Bah, typiquement, j'imagine que vous avez eu un repas de famille il n'y a pas longtemps. Et ben c'est ça, c'est plein d'automatismes, plein de conditionnements collectifs, plein de trucs. On dit, ok, bon, bah, en fait, quand telle personne dit ça, ben, je réponds ça, et puis quand elle répond ça, ben, je réponds ça, puis après je réponds ça, puis après c'est l'escalade, et puis on sait que de toute façon, si on va par là, ça va partir en vrille. Et ben, ça, c'est des automatismes, c'est des trucs sur lesquels on n'a aucun contrôle. Et enfin, c'est pas qu'on n'a aucun contrôle, c'est qu'on pense qu'on n'a aucun contrôle. Et du coup, c'est tout à fait possible de dire, OK, bah, en fait, j'ai compris que maintenant, quand cette personne me dit telle chose, ça génère de la colère en moi parce que j'ai l'impression qu'elle me valorise pas en tant que personne, etc. Euh, et OK. Et du coup, bah, en fait, je désamorce ce truc-là. Et maintenant, quand cette personne-là va me dire ça, et ben, ce que je choisis de faire, c'est plutôt euh, de lui dire, oui, je comprends que tu vois les choses comme ça, par exemple. Et en fait, donc, il y a cette étape de conscientiser. C'est-à-dire qu'on on va faire des erreurs, on fait des erreurs. J'ai fait des centaines, des milliers d'erreurs, et pas que parce que j'étais bourré. Il y a plein de moments, que ce soit au niveau social, au niveau tout seul avec moi-même, etc. Plein de temps où la réaction que j'ai eue était absolument pas celle que j'avais envie d'avoir, ou elle était absolument pas adaptée à la situation. Le truc, c'est de les faire qu'une fois. C'est-à-dire de dire, ah, alors attends, parce que là, j'étais pas totalement satisfait de ma réaction et de ce que j'ai fait et de mon comportement dans ce moment-là. Pourquoi j'ai eu ce comportement? Comment ça se fait que je suis revenu là-dessus? Et de remonter jusqu'à la racine du truc. Et donc d'en prendre conscience. Et à partir du moment où j'en ai pris conscience, et bien à ce moment-là, je peux aller remonter au truc et désamorcer ce qui a généré ça et choisir de faire différemment. Parce que des fois, il y a des trucs que je vais dire, ah oui, bah, j'aime bien en fait, moi je m'aime bien. Quand je fais ça, j'aime bien ma réaction, j'aime bien la posture que je prends, etc. Et donc ça, je décide de le garder. Mais c'est moi qui l'ai décidé. C'est plus quelque chose qui m'arrive parce que, ah putain, voilà, il y a ça, un démon à l'intérieur de moi qui a décidé que je devais agir comme ça, etc. Donc, la première chose, c'est de conscientiser. Ensuite, il faut savoir que ben, re-questionner notre vision du monde coûte de l'énergie. Si jamais, donc il y avait cette histoire d'animaux logiques, identité, croyance, capacité, etc. Si je vais commencer à questionner qui je suis, ça va me demander beaucoup plus d'énergie que si je questionne pourquoi est-ce que je me lave les dents le matin à 8h35 plutôt que me laver les dents à
8h20. Si jamais, justement, ma copine part du jour au lendemain, et que ça fait 5 ans que j'étais avec, et ben, ça va me travailler beaucoup plus que si ça faisait 3 jours que j'étais avec. Et donc, en fait, plus on va questionner une grosse part, et plus ça va être compliqué, et plus ça va demander de l'énergie, et plus ça va faire peur aussi. Parce que on est vraiment en situation de vulnérabilité. Pendant qu'on est en train de re-questionner ça, on n'est pas apte à agir, on se sent pas apte à agir dans le monde. On se dit, non, là, il y a un bout qui manque. Si je vais commencer à essayer de prendre des décisions, je vais les prendre sur des trucs fous, et ça fait peur. Et donc, demander aux gens de changer de comportement ou de changer des bouts de leur monde, des fois, on va attaquer des trucs qui sont très très profonds en eux, et ça fait flipper, et ils préfèrent se défendre par rapport à ça. Et donc, ça nous amène au phénomène de réactance. Le phénomène de réactance, c'est justement ça, c'est de dire, euh, quand euh, je vais amener quelqu'un, je vais dire, mais toi, de toute façon, à chaque fois tu fais comme ça, et puis tu es vraiment trop con parce que tu penses comme ça. La personne, elle va se bloquer. Elle va juste se dire, attends, toi, tu vas pas me dire comment je dois penser, tu vas pas me dire, voilà, moi je sais ce que je fais, je sais qui je suis, etc. Et tu commences à me sortir des trucs qui sont pas, voilà, qui vont me demander de mettre en question ma vision du monde et ça va pas le faire. Surtout que je suis persuadé que j'ai juste parce que j'ai mes croyances, des valeurs, une identité, machin, etc., qui sont derrière et qui assurent tout ça. Donc, quand vous dites à quelqu'un arrête de faire ça, c'est complètement con, ben, peut-être vous n'êtes pas en train de lui demander de juste arrêter de faire ça, vous êtes en train de lui demander de remettre en question son identité derrière. Et si la personne réagit en disant, enfin, déjà de lui dire que c'est complètement con, ça va pas aider. Mais même en disant est-ce que tu peux arrêter de faire ça s'il te plaît, potentiellement la personne peut se braquer et dire bah non, je vais pas arrêter de faire ça et je vois pas pourquoi tu me demandes d'arrêter de faire ça et c'est complètement nul de me demander d'arrêter de faire ça, etc., etc. Donc voilà, ça sera plus dans le rapport à l'autre. Mais ça nous arrive aussi à nous, enfin, en tout cas à moi, de me mettre en réactance. Des fois, il y a quelqu'un, il va toucher à quelque chose ou dire une phrase qui va je vais me sentir en colère, je vais dire, limite, il y a quelque chose qui va pas. Et à chaque fois, en fait, qu'il y a des émotions, des trucs qui arrivent, bah, c'est une opportunité d'apprendre à se connaître. C'est une opportunité d'aller découvrir qui on est. C'est une opportunité d'aller voir qu'est-ce qui se passe en nous. Et donc, voilà, il faut prendre ça comme des opportunités. En tout cas, c'est comme ça que je les prends et je vous encouragerai à faire pareil. Euh, alors, il y a aussi le fait que des fois, les autres, en fait, les autres sont toujours très importants pour voir si notre vision du monde est adaptée, parce que eux, enfin, moi, je suis là, la réalité, elle est là, et il y a quelqu'un de l'autre côté qui a sa vision de la réalité aussi. Il voit pas la même chose que moi. Moi, je vois quelque chose depuis mon point de vue, la personne voit quelque chose depuis son point de vue, et donc la réalité, elle est entre nous. Et donc, le fait que tout ce que les autres peuvent apporter, ils voient des parts de moi que je ne vois pas, ils voient des choses que je ne connais pas, ils ont vécu des tonnes et des tonnes de choses que j'ai jamais vécues, et donc ils ont un point de vue qui est extrêmement utile pour moi pour pouvoir grandir. Par contre, il y a aussi la notion de projection. C'est-à-dire que eux aussi, ils ont des automatismes, eux aussi, ils vont projeter des choses sur moi, etc. Et des fois, il y a des gens qui vont nous demander de changer, mais pas parce que, en fait, on génère de l'émotion en eux, ou on leur rappelle des trucs, ou on déclenche des choses en eux qui leur plaisent pas. Et c'est eux qui se supportent pas, c'est pas nous qui devons changer parce que eux se supportent pas. Et du coup, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas se remettre en question pour chaque chose que chaque personne nous dit. C'est juste pas possible, ça demande trop d'énergie et on ne peut pas douter tout le temps. C'est important d'avoir un niveau de doute assez sain, mais douter tout le temps à chaque fois que quelqu'un nous dit ouais, mais quand tu fais ça, c'est complètement nul, tu ne devrais pas faire ça, gna gna gna, machin, et puis moi, ça me met en colère. Et puis, bah, c'est ton problème si ça te met en colère. Moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de faire ça, et je le fais, prouve pourquoi ça te met en colère, et après, on en discute. Et on verra si je peux le faire d'une manière qui te mette moins en colère, mais je ne vais pas changer qui je suis ou changer mon comportement parce que ça génère une émotion en toi. Et du coup, des fois, ça va être lié à moi. Des fois, c'est moi qui suis en train d'être très con, et c'est moi qui dois me remettre en question. Ma stratégie dans ces cas-là, c'est de me dire,
bah, je veux bien me remettre en question. Quand une personne va me dire quelque chose, je vais le laisser en flottement, je vais pas me remettre en question tout de suite, je vais le laisser en flottement. Et s'il y a une autre personne qui ne la connaît pas, euh, qui, euh, qui vient, je sais pas, enfin, une autre personne qui me dit la même chose, à ce moment-là, je vais me dire, OK, bah là, ça vaut le coup que je me remette en question. Il y a deux sources différentes qui se connaissent pas, qui m'ont donné un feedback. Et du coup, je vais aller explorer cette zone-là parce que manifestement, il y a quelque chose. Donc ça, voilà, c'est pour éviter de se remettre en question à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose et à force de me construire, de me déconstruire, de me reconstruire, de me redéconstruire, j'ai développé une sorte de confiance en moi où j'ai l'impression, parce que c'est pas le cas, qu'il y a toutes les, tous les, enfin, ce qui est en moi, c'est là parce que j'ai choisi que ce soit là. Et que du coup, c'est quelque chose, vu que j'ai tout questionné, etc., que j'essaie de détruire un maximum et que j'essaie de laisser se reconstruire et d'intégrer des nouvelles informations, ben, il y a cette forme de confiance en ma vision du monde et de me dire, ben, je veux bien la re-questionner, la détruire, etc., mais je vais pas le faire à au premier truc venu, quoi. Généralement, quand on me dit quelque chose, je comprends pourquoi on me le dit, je sais d'où ça vient et je sais que, enfin, comment dire? C'est ça, ouais, une sorte de confiance en moi, qui est à la fois un bien et un mal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que je devienne un but de moi-même et que je me dise, bah, c'est tout le temps moi qui ai raison, parce que c'est pas vrai. Et je connais pas mal de gens qui sont en mode, bah, à partir du moment, de maintenant, c'est tout le temps moi qui ai raison, et quand les gens me disent quelque chose, c'est parce que eux se trompent ou parce qu'ils n'ont pas mon expérience de vie ou j'en sais rien. Et ça rend des gens avec qui c'est impossible de discuter. Enfin, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me signaler quand il y a quelque chose que je fais de la merde. Peut-être j'agirai pas tout de suite, mais s'il y a deux personnes qui me le signalent, eh ben, ça m'incitera à me remettre en question. Euh, D'autres manières d'améliorer ma vision du monde, moi, l'idée c'est je me décale, je vais dans l'inconnu, dans les endroits que je connais pas encore, dans les trucs où je sais que je vais vivre de nouvelles expériences. Euh, et dans les trucs qui me semblent utiles, par exemple, voilà, ben, si je me suis inscrit au sapeur-pompier volontaire, c'est aussi parce que je me suis dit, OK, bon, bah, potentiellement, on va se retrouver de plus en plus dans des situations difficiles. Je ne me connais pas dans l'urgence, je ne me connais pas quand en face de quelqu'un qui est blessé ou quoi que ce soit. J'ai besoin d'apprendre et de me connaître dans ces trucs-là et de voir comment je réagis et d'ajuster un maximum pour que j'agisse de la meilleure manière possible. Et donc, le fait de, voilà, faire de nouvelles expériences, c'est passé aussi par, alors que ce soit des retraites de méditation, les psychédéliques, d'aller dans d'autres pays, dans d'autres cultures, dans des endroits où on se dit, ben, j'aurais pas forcément envie d'aller traîner là-bas, ou traîner avec des gens qui sont pas comme nous, que ce soit en termes ouais, voilà, de culture, de niveau social, de tout ça et d'aller vivre ces nouvelles expériences pour affiner. Se dire, OK, ben, en fait, la manière dont je vois les choses là, c'est un biais qui est associé au fait que j'ai toujours été élevé dans cette partie-là de la société. Du coup, si je vais dans celle-là, ce truc-là, ça fonctionne plus. Il faut que je trouve une manière qui fonctionne entre les deux, ou que je trouve comment m'adapter de l'une à l'autre. Il y a aussi, alors ce que j'aime bien des fois aussi, c'est quand il y a quelqu'un qui me dit quelque chose qui va me toucher, ou ça va me travailler. Je vais me dire, mais pourquoi la personne m'a dit ça? Voilà, c'est une personne à qui je tiens, j'en sais rien, et puis elle m'a dit qu'il y avait tel truc qui allait pas, ou que j'ai fait quelque chose qui allait pas, ou j'ai réagi comme un connard, ou un truc dans le style. Et bon, enfin, j'imagine qu'on vit un peu tout ça, où ça tourne dans la tête en disant, mais qu'est-ce que j'aurais pu dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, etc. Et dans ces cas-là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de jouer avec les interactions, en disant, OK, ben, alors qu'est-ce qui se passe si je me retire de l'équation? En disant, tiens, ça arrive à deux autres personnes que je connais pas, qui sont différentes. Et il y a ce même truc qui est en train de se passer. Comment la scène se déroule quand je l'imagine? Ou alors, par exemple, si je suis dans ce truc-là, ben moi je reste dans l'équation et en face, plutôt que de mettre une personne à qui je tiens, je mets une personne à qui je tiens pas du tout. Ou si c'est un homme, je mets une femme, ou si c'est une femme, je mets un homme, etc. Et en fait, je rejoue la scène et je regarde ce qui se passe différemment et ce que ça suscite en moi. Et ça permet en fait de voir de cibler à quel endroit ça m'a fait réagir. Qu'est-ce qui vraiment se joue en moi et qu'est-ce qui fait que là où moi j'ai un intérêt et là où moi j'amène quelque chose dans le truc. Enfin voilà, c'est peut-être un peu compliqué à visualiser comme ça, mais... Et il y a également Yann Le Bossé qui travaille sur le développement du pouvoir d'agir, qui en fait, je vais repartager mon écran.
Voilà, peut-être je mettrai les liens dans la vidéo, mais pour l'instant, je le mets là. Je montre comme ça. Voilà. Yann Le Bossé, lui, il travaille beaucoup sur donc l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir. L'idée, c'est de dire, bah, il y a des gens qui justement ont une impuissance acquise, qui se disent, bah, j'y arrive pas, j'y arriverai plus, j'arrête d'essayer. Et lui, en fait, ce qu'il a découvert, c'est que à partir du moment où on fait une expérience qui va être contraire à une croyance, c'est généralement l'expérience qui gagne. C'est-à-dire que si je fais quelque chose et que je réussis, eh ben, j'aurai beaucoup plus de mal derrière à me dire je ne sais pas faire ce genre de choses. Et du coup, à travers son approche, eh ben, il va développer le pouvoir d'agir à travers des petits pas, les plus grands pas possibles en fonction des ressources disponibles. Et, euh, et voilà, donc c'est super intéressant parce que ça permet de faire sauter, alors il y a plein d'autres manières, mais ça permet aussi de faire sauter les croyances limitantes ou d'accompagner les gens à retrouver un peu leur pouvoir d'agir. Parce que, en fait, tout ce que je dis là, à partir du moment où on a retravaillé sa vision du monde et où on l'a affiné, on gagne une quantité énorme de pouvoir sur ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que le moment où euh, les moments où vous ne saviez pas quoi répondre à votre chef parce que telle ou telle chose, ou les moments où vous vous retrouviez coincé dans une situation en disant mais à chaque fois je me fais avoir dans ce truc-là, etc. C'est terminé, c'est fini, il y a plus besoin en fait. C'est de dire ok bon bah voilà je me suis fait avoir une fois, je me suis fait avoir deux fois, j'ai l'impression qu'il y a tout ça, et ben de retravailler notre vision du monde pour plus se laisser piéger dans des trucs comme ça quoi, et avoir le courage de trouver où est notre pouvoir dans ces situations-là et de dire, ah, ok, ben en fait, si je me mets là, ou si je réagis de telle manière, ça désamorce complètement le truc et on passe à autre chose. On change de schéma. Donc tout ça, là, c'est une manière de retrouver du pouvoir sur sa vie, sur le monde, etc. Ça peut être aussi, euh, bah, c'est extrêmement désagréable. Il faut avoir le courage de faire face à nos peurs. Il faut avoir le courage d'aller chercher les trucs qui sont inconfortables. Ça m'est arrivé, en fait, voilà, j'ai fait des stages de respiration holotropique ou même des trucs ayahuasca, tout ça, où j'ai passé des heures à pleurer parce que, en fait, il y avait une histoire que je me racontais sur moi qui était centrale à toute ma vie et à tout comment j'avais prévu ma vie. Et je me rendais compte que cette histoire était fausse ou plus valide. Et d'un seul coup, bah, j'ai l'impression j'ai vraiment ce sentiment d'être comme un gamin avec toutes les pièces de tout ce que je venais de construire qui s'était pété la gueule et de pas savoir quoi faire avec, quoi. Et d'être comme un con en impuissance totale, pour le coup, parce que bah, tout ce qui me donnait de l'énergie, tout ce qui donnait du sens à ma vie s'était effondré et il fallait que ça se reconstruise. Et donc ça se reconstruit toujours, des fois ça prend un peu plus de temps, des fois ça arrive par d'autres manières, etc. Mais en fait, et à chaque fois que ça se reconstruit plus fort, plus valide, alors généralement plus flexible, mais plus juste par rapport à la réalité. Et ça, c'est important. Euh, alors après, il y avait bah, comment ma vision du monde s'invite dans mes relations. En fait, donc ça, c'est un peu ce que je disais, c'est le fait que bah, si on ne fait pas gaffe, on va très rarement interagir avec les gens vraiment, on va interagir avec l'image des gens qu'on a dans notre tête. Au fur et à mesure des relations, on va construire une image de la personne dans notre tête. On va se dire, ah, ok, cette personne-là, elle est comme ça, elle fonctionne comme ça, quand je fais ça, elle réagit comme ça, ok. Et du coup, ça va générer à la fois des attentes, des fois des frustrations aussi, en disant, ok, ben, quand je fais ça, elle réagit comme ça. Et si un jour, elle réagit pas de cette manière-là, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, soit je remets en question ma vision du monde, enfin, mon image d'elle dans ma tête, soit je vais lui en vouloir. Et du coup, ah ben, t'as changé, t'es plus la même personne, alors que chaque personne change chaque jour et tout. Et du coup, il y a comment dire, il y a une notion de projection aussi, c'est-à-dire que je vais projeter sur la personne, voilà, la personne qui est en face de moi, c'est pour moi, je sais pas, l'image de toutes les femmes qu'il y a eu dans ma vie, et à chaque fois, quand j'interagis avec une femme, ben, il se passe ça, et donc c'est un problème pour moi. Et en fait, c'est juste une projection. C'est moi, c'est ma vision du monde qui va s'inviter, qui va se surimposer sur la personne qui est en face de moi, et je vais interagir pas avec la personne elle-même et ce qu'elle dit, mais je vais interagir avec une partie de ma vision du monde. Euh, du coup, voilà, ça génère des attentes, ça génère des trucs, et
des fois, dans les couples aussi, c'est ce qui pose pas mal de soucis, c'est le fait que c'est deux projections qui interagissent ensemble. C'est pas la personne telle qu'on a envie de la voir, c'est ma vision de la personne, et je vais des fois pas vouloir accepter qu'elle change, ou pas vouloir accepter qu'elle fasse différemment. Ou si elle fait différemment, je vais me sentir en danger, je vais plus être en sécurité, parce que je vais me dire, bah, cette personne-là, voilà, elle est pas fiable, elle n'est pas cohérente, ou elle n'est pas consistante dans ce qu'elle fait. Enfin voilà. Donc il y a toutes ces choses-là, et il y a également le fait que, eh bien, des fois, il y a des trucs que je voudrais pas entendre. Par exemple, j'ai une certaine image de moi, j'ai une image de mon identité, et il y a quelqu'un qui va soit la remettre en question, soit dire quelque chose où c'est dans un de mes angles morts, et j'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie d'aller par là-bas, parce que là, ça me remet vraiment trop en danger. Et du coup, ben, le fait d'être avec quelqu'un qui nous connaît vraiment, elle va savoir exactement où appuyer pour nous faire réagir, ou être beaucoup plus efficace et pertinente dans comment dire, dans ses apports pour ajuster la vision du monde. Donc ça peut être très intéressant, mais ça peut être dangereux aussi, dans le sens où ça va être, eh ben, quand tu fais ça, je me sens mal, du coup, je vais te demander de changer, et plutôt que d'aller voir moi pourquoi je me sens mal et ce qu'il faut que je change de mon côté. Les deux se valent, hein, mais il y a une sorte d'équilibre à trouver entre tout ça. Euh, donc, il y avait cette notion que la réalité est entre nous et l'autre. C'est pas nous qui possédons la vérité ou quoi que ce soit. La réalité, on n'en fait jamais l'expérience, on fait juste l'expérience de notre système nerveux. Et du coup, plus une personne a une vision différente, plus elle vient d'un endroit différent, etc., et plus elle pourra m'apporter des informations que j'ai pas et m'aider à affiner ma vision du monde. Donc il y a une richesse là-dedans. Quand on pense juste au fait que si on part du mot chat, il y a plein de choses différentes qui émergent. Imaginez quand on commence à parler du mot de l'amitié, même de faire la bouffe, des choses comme ça, il y a plein de choses qui émergent. Et c'est là où les échanges sont extrêmement intéressants et importants. Et le fait de faire preuve de curiosité pour découvrir la vision du monde des autres, donc de vraiment de pas les interroger, les questionner pour qu'ils changent parce que ça ne nous plaît pas comment ils sont, mais de faire preuve de véritable curiosité pour les interroger et comprendre comment eux voient le monde et ce qui se passe de l'autre côté, bah, ça va nous amener, nous, des manières, des outils d'affiner les choses. Tout ce que je suis en train de vous partager là, c'est parce que ça fait 25 ans, plus de 25 ans, que je suis en train de triturer en fait ma vision du monde, d'aller chercher, d'aller lire des bouquins, d'aller machin, de déconstruire qui je suis. Et ce que je ramène là, bah, le chemin par lequel je suis passé, vous ne pouvez pas le faire parce que vous auriez dû passer autant de temps que moi. Donc, j'espère amener au moins un tout petit bout de truc qui vous serait utile pour affiner votre vision du monde. Euh, et j'espère que ça vous donnera envie aussi de vous rapprocher des gens qui ne sont pas comme vous, même si même quand ils disent des trucs qui vous semblent horribles, pas justes, qui vont contre vos valeurs, etc., et ben, au moins d'avoir la curiosité d'aller dire comment est-ce que cette personne, par où elle est passée pour en arriver à cette conclusion et qu'est-ce qui se passe en elle pour qu'elle pense ça. Et juste le fait de faire ça, vous verrez que à la fois ça crée un lien et des fois même la personne va se détendre et va peut-être être moins virulente dans ce qu'elle dit, enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Elle va se sentir plus en sécurité que on est en train de m'attaquer sur ce que je pense et comment je pense et il faut que je le remette en question. Et si on la questionne véritablement avec curiosité, elle va plutôt se dire, tiens, cette personne, elle s'intéresse à moi et à ce que je pense et elle me valorise en tant que personne. Donc il y a un rapport qui est complètement différent. Euh, et du coup, voilà, la métaphore que j'aime bien, c'est de voir l'information, ces trucs-là, en fait, comme des cartes rares à collectionner. C'est-à-dire que, je sais pas si vous connaissez les cartes Panini avec alors, c'est des joueurs de foot ou des trucs comme ça, enfin bref. Et si vous allez au bureau de tabac, bah, généralement, vous allez tomber toujours sur les mêmes cartes, vous allez avoir des tonnes de doublons et des trucs. Et ben ça, typiquement, c'est discuter avec des téléspectateurs ou des gens qui vont pas chercher très loin, donc qui regardent la télé tout le temps. Et finalement, vous allez discuter avec une personne, bah, sa vision du monde, elle va ressembler extrêmement à la personne d'à côté qui regarde la même chaîne, parce ils sont allés trouver leurs idées au même endroit et ils les ont jamais vraiment remis en question. Et du coup, bon, ça vaut pas grand-chose. Par contre, si vous allez discuter avec une personne d'un pays lointain, d'une culture lointaine, qui fait un job complètement différent du vôtre ou d'un truc comme ça, et ben là, vous allez trouver des cartes que vous n'avez pas. Vous allez trouver des pépites, vous allez trouver des trucs qui vraiment vont
vous pouvez ajouter à à votre collection, quoi, et que vous dites, ah bah ça, j'ai trouvé une fois, j'ai discuté avec un Sherpa de l'Himalaya qui m'a raconté que lui, quand il fait ça, il fait tel truc, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et en fait, vous pourrez aller choper des comportements, des croyances, des trucs, des machins qui peuvent être super utiles. Voilà, l'autre, c'est important. Et, euh, et ouais, enfin, c'est vital d'aller affiner sa vision du monde grâce à l'autre. Après, il y a tout un tas d'outils également qui permettent de questionner la vision du monde et de l'affiner. Il y a des choses comme... alors, ah oui, j'ai oublié de partager juste un truc sur les surfaces projectives. Donc, c'est sur les projections que les autres font sur nous et inversement. Euh, il y a l'Arche, qui est c'est l'Institut français d'hypnose ericksonienne. Ils ont mis un cours en ligne qui s'appelle Hypnologie. Et en fait, alors, il y en a pour des heures, hein, mais c'est super intéressant parce qu'ils vont aller justement identifier comment chaque vision du monde, mais au niveau culturel, par exemple, il y a la philosophie bouddhiste, il y a des trucs comme ça, parce que eux, dans l'auto-hypnose, ils utilisent ça pour accompagner les gens dans leur monde et les aider à transformer leurs croyances et les aider à transformer la manière dont ils voient le monde pour qu'ils sortent avec des nouvelles ressources ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un cours qui est super intéressant si vous avez un petit peu de temps devant vous, en podcast, dans la voiture, tout ça, ça va bien aussi. Et ils ont créé une application qui s'appelle Psychonautes. Psychonautes, c'est une application avec, en fait, il y a plein de capsules d'auto-hypnose qui permettent d'aller explorer la vision du monde. Je vais essayer d'être plus, comment dire, en fait, on peut utiliser notre imagination. Notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qu'on vit et quelque chose qu'on imagine. C'est-à-dire qu'il y a un vrai intérêt des fois, à penser. C'est-à-dire, déjà, il y a la première chose, c'est de dépasser le fait de se dire, il ne faut pas que je pense à ça, pourquoi j'ai pensé à ça, c'est stupide, etc. Donc, se juger sur ce genre de choses, c'est pas stupide, mais c'est mieux de ne pas le faire. Enfin, c'est pas productif ou c'est pas constructif. Euh, et, euh, Et c'est important de bien voir ce qui se passe dans notre tête comme un énorme terrain de jeu. C'est possible de fermer les yeux, de se dire, tiens, je vais imaginer que je suis dans un champ, que je suis dans un truc, tout ça, et d'amener, tiens, je vais imaginer que je parle à telle personne dans ma vie qui m'a fait du mal, et je sais pas, je vais lui défoncer la gueule. Parce que ça me fait du bien, parce que je suis en colère, et puis j'ai vraiment envie de la taper, et du coup, je vais taper sur cette personne, parce que ça me fait du bien et de différencier en fait ce qui se passe dans les pensées et ce qui se passe dans la vie réelle. C'est-à-dire dans la vie réelle, je ne vais pas aller taper cette personne, mais par contre, le fait de le faire dans ma tête, eh ben, au moment où je vais la taper, ou le moment où je vais m'autoriser à ressentir toute la colère que je ressens pour elle et à faire tout ce que j'ai envie de lui faire, eh ben, il y a des phrases qui vont venir. Et en même temps, je vais me rendre compte de ce que je lui reproche. Qu'est-ce que je suis en train de lui dire en faisant ça? Et je vais peut-être en sortir des choses qui vont faire que dans la vie réelle, je vais aller voir cette personne et lui dire, écoute, j'ai l'impression que tu m'as fait ça ou que tu me fais ressentir ça et, euh, et voilà où tu as fait tel truc et c'est pas OK et je suis pas d'accord avec ça. Et du coup, ça permet de désamorcer tout un tas de choses et d'aller en sortir quelque chose qu'on peut ramener dans la vie réelle. Mais dans notre tête, on peut faire plein d'autres choses. On peut également, je sais pas, imaginer qu'on est en train de discuter qu'on a une conversation avec le Dalai Lama, qui est l'amalgame de toutes les parties calmes de nous, de toute la sagesse qu'on a en nous, et d'interagir avec. Et ça, en fait, ça permet comment dire, enfin, on peut faire tout un tas de choses. Cette application Psychonautes, elle permet de voyager, d'aller découvrir toutes ces choses-là et de pouvoir après les faire dans son coin et d'y arriver tout seul. Donc c'est plutôt cool. Il y a plein d'autres manières de le faire. Il y a plein de choses voilà, que vous pouvez faire. Je ne vous cache pas que des fois, vous allez peut-être tomber sur des trucs où vous vous dites, ouf, je ne savais pas que j'avais ça à l'intérieur de moi, c'est glauque. Il y a plein de gens qui ont même peur des fois de ressentir des émotions qui se connaissent tellement pas que des fois, quand on attaque, on ne sait même pas par où commencer et on a peur sur quoi on va tomber, parce qu'il y a plein de choses qu'on garde cachées au placard et qu'on ne veut pas voir. Et on dit, si je ouvre ce placard-là, ça va tout me tomber sur la gueule et je vais être submergé.
Et en fait, le- il vaut mieux y aller calmement, donc commencer par des petits trucs, en disant, OK, bon, bah, pourquoi je me sens comme ça ici, etc. Ça n'empêchera pas qu'il y a il y aura des moments, il y aura des choses où il va falloir bah, prendre son courage à deux mains et y aller, et le faire. Et une fois que c'est fait, bah, ça permet de se débarrasser de ça, et ça libère de l'énergie et du pouvoir. Euh, mais voilà, donc il y a, comment dire, c'est pas anodin, c'est pas forcément agréable, mais de mon point de vue, c'est nécessaire. Et puis, je veux dire, moi, j'ai pas envie de vivre ma vie comme un robot qui se laisse agir par ce qui se passe à l'intérieur de moi et qui en fait, alors qu'il y a tout un monde qui est vachement plus sympa et qui est vachement plus agréable et ouais, enfin, c'est tellement plus cool quand on peut décider de ce qu'on fait et comment on le fait. Euh, donc ça, c'est Psychonautes. Il y a un autre truc que je trouve rigolo, c'est alors la magie du chaos, ils appellent ça. En fait, là, c'est d'autres gens qui sont partis sur les livres de magie, les trucs dans le style, et eux, ils ont défini toute une procédure, en fait, pour manipuler ses propres croyances et en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire bah, plutôt que ça soit des sous-personnalités qui créent comment dire, qui se crée automatiquement et qui se crée sans qu'on le veuille et que ça crée des phobies et que ça génère des trucs, et ben là, l'idée, c'est de dire, OK, bah, je vais moi-même me créer des des parties de moi qui vont avoir une mission bien précise. Donc, l'idée, c'est que ces parties, bah, je sais pas, il y a peut-être une partie de moi qui va être de m'aider à apprendre plus rapidement ou une partie de moi qui va être voilà, j'en sais rien, de me rappeler quand est-ce que je dois aller arroser les plantes ou des trucs dans le style. Et en fait, il y a tout un processus pour justement créer ces parties de moi, créer voilà, de les ancrer. En fait, il y a un processus d'ancrage, si vous vous intéressez à la PNL, la programmation neurolinguistique. Et ben ça, c'est un peu la même chose. Donc d'ancrer ça à travers des petits dessins, des petites runes, et tout et tout. Et en fait, il y a plein de choses qui sont là-dedans. Enfin, je trouve ça assez rigolo, je ne l'ai jamais fait. Euh, Parce que j'ai pas l'impression d'en avoir besoin, mais c'est pareil, ça fait partie des centaines de milliers d'outils pour se programmer soi-même. À savoir qu'il faut faire attention, c'est que si jamais vous décidez, enfin, en tout cas, mon parti pris à moi, c'est de créer une vision du monde qui se rapproche de la réalité, pas une vision du monde qui me fait me sentir bien. J'ai déjà essayé ça, de créer une vision du monde qui me fait me sentir bien, et ça éloigne de la réalité, et quand on revient à la réalité, ça peut piquer beaucoup. Du coup, je préfère, moi, être face à la réalité, accepter la réalité telle qu'elle est et faire avec, plutôt que de créer des trucs où je vais être tout le temps content, ça va être tout le temps le bonheur, etc., etc. Parce que ça, c'est pas forcément sain et c'est même voire dangereux. Voilà, voilà. Euh, Ce qui est important, du coup, c'est de s'observer. Quand on ressent quelque chose, ou même des fois, quand on a agi d'une manière qui ne nous convient pas, ou quand on aurait envie de se juger en disant, je suis complètement con, pourquoi j'ai fait ça? OK, alors j'ai agi comme ça c'est fait, on peut rien y faire, tant pis. Il y a cette notion de pardon, etc., d'acceptation, de lâcher prise, mais de s'observer et de revenir à la source. Après, sur le moment même, alors moi je fais pas mal de méditation, et la méditation, ça permet de créer un temps de décalage entre le ressenti et l'action. C'est-à-dire qu'entre le moment où je ressens de la colère et j'ai envie de mettre mon poing sur la gueule de la personne en face, et ben, il y a un temps de «Ah, je ressens de la colère, qu'est-ce que je décide de faire de cette colère? Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, etc. Est-ce que je veux agir sur cette colère ou pas?» Et donc, du coup, je conscientise et je choisis si j'y vais ou si j'y vais pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce petit tampon où du coup, dès qu'il y a l'émotion, hop là, c'est parti, et plus personne, et ils agissent le truc, et ils regrettent après. Donc le fait de s'observer, d'apprendre à d'apprendre à créer ce décalage, c'est utile. Après, il y a la notion d'objectifier, pardon. Par exemple, en psychologie transpersonnelle, ils utilisent la chaise vide. C'est de vous asseoir, de mettre une chaise vide en face de vous, et soit de parler à la personne qui vous a fait du mal, ou de même de parler à une partie de vous, ou de parler à un concept, ou de parler à quelque chose. Et une fois que vous lui avez dit tout ce que vous aviez à lui dire, vous mettez à sa place et vous répondez.
et de voir en fait ce que ça donne. Donc l'idée, c'est de prendre quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, de le sortir, ou de le mettre à un endroit différent où on peut l'observer, et ça permet que d'un seul coup, on a du pouvoir dessus en faisant ça. Et il y a aussi des trucs où on peut décrire et interagir, par exemple, si jamais, je sais pas, un ressenti, voilà, bah, dans cette situation-là, à chaque fois que je vais là-bas, j'ai une boule au ventre. Ok, elle ressemble à quoi cette boule au ventre? Bah, elle est là, et puis elle est noire, et puis elle est comme ça, etc. Machin. Ok, bon, bah, qu'est-ce qui se passe si j'essaie de la rendre bleue? Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de la me mettre plutôt au niveau, je sais pas, du menton? Qu'est-ce qui se passe si je la mets à l'extérieur de moi et que je la mets en noir et blanc? Et en fait, d'en faire un objet et de jouer avec cet objet et de voir ce que ça donne. Et juste ça, en fait, ça permet bah, déjà de se rendre compte du pouvoir qu'on a dessus, et des fois de dissoudre le truc. Enfin voilà, donc ça c'est une autre manière de s'amuser avec ça. Euh, Il y a pas mal, enfin il y a des centaines d'outils, il y a des centaines de trucs, si c'est des choses qui vous intéressent à vous, de trouver ceux qui vont bien. C'est aussi possible de se créer des... Je veux dire, quand on intervient à ce niveau-là, en fait, bah là, par rapport aux visions du monde, on se rend compte que, ok, bah, oui, il y a les religions, c'est utile pour certaines personnes, et ça leur donne un cadre, et ça leur donne des choses, et il y a plein d'histoires qu'on se partage qui nous permettent de dire, ah, ok, bah, par exemple, je sais pas, peut-être qu'il y a certaines manières d'agir qui vont nous dire, bah, si tu vas enfin, quand tu pars dans le monde, voilà quelques histoires qui vont te permettre de comprendre comment agir pour pas mourir tout de suite. Et les histoires, c'est des manières de se transmettre des bouts de vision du monde qui vont nous être utiles pour aller dans le monde, justement, dans la réalité. Et du coup, c'est aussi parfaitement possible, des fois, de se dire, tiens, bah, y a tel truc, telle histoire que je me raconte, bah, je vais la garder, ou je vais la renforcer, ou je vais m'en créer une nouvelle, mais juste pendant quelques mois. Parce que pendant quelques mois, j'ai besoin de me dire qu'il y a un ange gardien qui me surveille et qui me dit quand il y a des choses qui vont pas. J'ai besoin de me dire qu'il y a, je sais pas, un petit elfe des prés qui est capable de me signaler quand je commence à faire n'importe quoi et tout. Enfin, tout ça, ça devient un terrain de jeu énorme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se rend compte que, en fait, c'est nous qui le créons et c'est nous qui pouvons le manipuler comme on a envie, ben voilà, ben c'est un pouvoir. C'est-à-dire que on peut s'en servir pour faire de la merde aussi. Donc à vous de décider, mais voilà, je préfère savoir que c'est possible et pouvoir m'en servir plutôt que d'être de côté. Voilà, voilà. Donc, bah, c'était à peu près tout ce que j'avais à partager pour ce côté individuel. Donc ma conclusion, c'est il y a la voie mécanique, donc là, le truc, les choses qui se font naturellement, respirer, machin, etc. Cette vision du monde qui se construit toute seule, ces automatismes, ces conditionnements, ces trucs qui se font en fonction des périodes difficiles ou pas qu'on rencontre. Et ben, soit on décide de continuer dans cette voie mécanique en disant bah, je me laisse agir par ça et je pars du principe que j'ai aucun contrôle là-dessus et que c'est mon identité, etc. Et je parle pas de l'environnement et du fait qu'il y a des choses qui viennent de l'environnement sur lesquelles on n'a aucun contrôle, mais juste de ça. Et ben, c'est une possibilité où il y a la voie consciente en disant ok, ben, en fait, non, ce genre de choses, je veux croire que j'ai un pouvoir là-dessus ou que ça fait partie de ma responsabilité soit de transformer tout ça, ou au moins de décider que je garde ou pas, de faire du rangement là-dedans. Et donc c'est une autre manière de vivre sa vie, de voir les choses, d'interagir avec le monde, etc. Et c'est potentiellement quelque chose qui génère moins de souffrance aussi. Je dis pas que ça en génère pas, parce qu'il y a de toute façon, euh, on fera toujours, enfin moi on fera toujours des erreurs, moi je fais toujours des erreurs et je pense que je vais pas m'arrêter de sitôt. Mais je fais moins d'erreurs stupides que j'aurais pu éviter et je dis moins de choses qui peuvent blesser et je pense que j'arrive beaucoup mieux à naviguer. Enfin, j'ai des comportements qui sont moins destructeurs et plus constructifs pour le monde qui m'entoure. C'est mon point de vue. Et je me sers de mon pouvoir de manière beaucoup plus juste qu'avant. Euh, Voilà, tout ça, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que c'est ma vision du monde, elle m'appartient et c'est ce que j'ai construit au fur et à mesure. Et tous ces bouts de trucs que j'ai chopés à droite à gauche et que j'ai mis ensemble, ben, peut-être que vous, avec les mêmes bouts de trucs, vous les auriez mis d'une manière différente et vous allez le faire, peut-être.
Donc, du coup, voilà, faut pas le prendre comme argent comptant et trouver ce qui résonne, trouver ce que vous avez envie de tester, etc. Je suis content si ça peut être utile, s'il y a juste un bout de truc qui vous a servi, qui vous a amené quelque chose. Et je suis bien conscient que la vidéo va sûrement passer inaperçue et qu'il y aura une quinzaine de vues, mais au moins c'est fait. Et je vais faire les autres, et comme ça j'aurai le sentiment d'avoir voilà, contribué à un bout de truc. Et voilà. Et donc c'est tout pour aujourd'hui.